Bonjour, aujourd'hui je vous propose de faire le point sur la relation affective à partir du livre de Maël Vira, Quand les profs aiment les élèves. En France, en effet, l'épanouissement social et affectif relativement au développement des compétences et des savoirs est secondaire, comme dans aucun autre pays européen. Boris Cyrulnik dit à ce propos qu'il est étonnant de constater, comme dans aucun autre pays, à quel point les enseignants sous-estiment l'effet de leur personne et surestiment la transmission de leurs connaissances. Développer une relation affective importante avec les élèves est condamné par le regard extérieur, comme par exemple sourire, qui peut paraître déjà comme une faute professionnelle dans certains milieux, plus dans le secondaire que dans le primaire. Il y a un tabou culturel sur l'engagement affectif des enseignants auprès de leurs élèves en France. La neutralité affective doit être la norme. Et même si la bienveillance est aujourd'hui de mise, si elle a le vent en poupe, eh bien la bienveillance n'implique pas nécessairement une relation affective. Et pourtant, lorsqu'un élève s'attache à un professeur ou qu'un professeur s'attache à ses élèves, eh bien cela ne fait aucun mal. Plus les enseignants ont une vision instructionniste, un peu comme Condorcet ou Brigelli ou René Chiche avec sa désinstruction nationale, plus ils écartent l'idée même d'une quelconque utilité à une relation affective avec leurs élèves, qu'ils s'appellent d'ailleurs élèves et rarement ou presque jamais enfants. Les pédagogues, au contraire, soutiennent que soigner la relation affective avec ses élèves facilite et améliore les connaissances. De nombreuses études montrent que la relation affective améliore la qualité de l'apprentissage. Il est donc très étonnant que les défenseurs de l'école et de l'instruction ne s'interrogent pas sur cette éventualité. Cela convainc que leur posture est souvent idéologique et leur rejet un principe. Car les études montrent que le lien affectif enseignant-élève ne se fait pas au détriment de l'instruction, bien au contraire. Dans tous les métiers de la relation, on cherche les moyens de ne pas entrer dans une relation affective pour paraître professionnel. Les professionnels nient leur implication pour mieux montrer leur professionnalisme à travers leurs compétences techniques ou didactiques. Une manière de s'être construit, sans doute contre les bonnes sœurs qui avaient ce monopole. Peut-être héritons-nous globalement de notre histoire philosophique et scientifique qui a mis à l'honneur les démarches rationnelles en l'opposant aux passions ou aux sentiments. Mais aujourd'hui, les neurobiologistes tendent à ne plus distinguer émotion et cognition. La mise en mémoire d'informations est très largement subordonnée aux émotions ressenties initialement pendant l'apprentissage. Qu'en est-il de l'engagement affectif des enseignants? Vouloir supprimer ou cacher l'expression de ces émotions consomme une part très importante de notre énergie, de notre concentration et diminue notre capacité d'attention. C'est sans doute l'une des causes de l'épuisement des enseignants qui s'engagent dans cette voie, celle de cacher ses émotions. Pire, l'écart entre l'émotion réellement ressentie et l'émotion feinte est source d'épuisement, certes, mais aussi de dépersonnalisation. Pour en revenir à la relation élève-prof, un plus grand engagement affectif avec les élèves s'accompagne presque systématiquement d'un plus grand engagement professionnel. Mais y a-t-il une distance à respecter avec nos élèves? Et si oui, laquelle? Il faut s'engager affectivement sans empiéter sur l'intimité des élèves, ni sa propre intimité d'ailleurs. Il ne s'agit pas non plus d'avoir une relation de copinage. Par ailleurs, la relation affective laisse planer la possibilité de relations fusionnelles, voire perverses, telles que la pédophilie. Il faut se méfier de ces types de relations déviantes, évidemment, qui justifient à elles seules de questionner la relation affective que nous aurons avec les élèves. C'est dans les années 90 que se sont accentuées les méfiances, surtout chez les hommes,
à l'égard de l'engagement affectif vis-à-vis de leurs élèves. On a fini par jeter le bébé avec l'eau du bain. Le soutien émotionnel et l'engagement affectif est nécessairement, obligatoirement asymétrique. L'enseignant ne doit jamais s'attendre à être soutenu à son tour par les élèves. Cette asymétrie exclut donc le rapport amoureux ou le rapport fusionnel. Il faut répéter que la confiance, la bienveillance ou l'amour qu'implique le soutien émotionnel n'ont jamais fait de mal à personne et n'a jamais été mis en cause ni empiriquement ni scientifiquement. Et du côté des élèves, eh bien les élèves savent reconnaître les enseignants qui s'engagent affectivement par leur métalangage, l'attention de tous et de chacun, n'hésitant pas à parler de soi, qui se préoccupent de ce que font et ce que vivent les élèves. Et ils les désignent volontiers comme les meilleurs profs. Attention, l'engagement affectif et le soutien émotionnel doivent être au service de tous les élèves, de façon à ce qu'il n'y ait pas de favoritisme ou de chouchou. Cela n'étonnera personne, bien entendu, de savoir et de penser que plus un adolescent a un lien affectif soutenu et sécurisant, plus il peut faire preuve d'autonomie. Il n'y a donc pas de limite à l'engagement affectif et à l'amour compassionnel. Dans certaines circonstances professionnelles, l'aide et le soutien non désiré, non demandé, peut être contre-productif, allant d'une baisse de l'estime de soi jusqu'à l'incompétence même pour des tâches simples. Mais quelle définition donner au soutien émotionnel ? Eh bien, le soutien émotionnel, ce sont ces situations où l'on fournit acceptation, écoute et estime sur lesquelles l'enfant reste libre de s'appuyer ou non. Quels sont les effets positifs ? Eh bien, plus les relations avec les enseignants sont jugées affectives et sécurisantes par les élèves, et plus leurs attitudes envers les maths, par exemple, est favorable. C'est-à-dire qu'ils considèrent cette discipline comme plus intéressante et plus plaisante. Mais cela est valable pour les autres disciplines dans lesquelles les enseignants s'engagent dans une relation affective saine. Une relation affective de qualité favorise aussi une moindre consommation d'alcool, de tabac, de cannabis ou de prise de risque dans la vie quotidienne chez les adolescents. Par extension, les relations enseignants-élèves contribuent à aimer l'école, mais aussi les autres institutions, telles que la justice ou la mairie, etc. Mais une question se pose. Une trop grande relation affective empêche-t-elle l'impartialité ? Est-il inévitable que nous provoquions injustice et stigmatisation à trop aimer nos élèves ? En somme, les passions empêcheraient-elles la raison ? Pourtant, une justice rationnelle est un mythe. Le rôle des émotions est central, donc il est préférable de ne pas ignorer la portée de la communication émotionnelle entre enseignants et élèves, souvent inconsciente, et de réfléchir à en faire une ressource, ce qui est tout à fait possible. L'amour compassionnel n'est pas l'amour subi, mais un amour maîtrisé, décidé. Il est donc réfléchi et permet la justice pour tous, en particulier pour les plus faibles. Voici quelques situations concrètes. Par exemple, les techniques qui consistent à réinterpréter le sens du comportement des élèves pour y voir l'expression d'une vulnérabilité ou d'un mal-être portent leurs fruits concrètement. Réfléchir aussi sur sa part de responsabilité dans une relation détériorée peut apporter des réponses positives. Les phrases du type « ce n'est qu'un enfant »,« il ne fait pas ça contre moi »,« il n'est pas bien du tout en ce moment » aident à réinterpréter la situation et maintenir une relation de qualité. Par ailleurs, il ne faut pas sous-estimer que les élèves peuvent être parfaitement inconscients de provoquer ou de transgresser. La qualité d'attention des profs prédit le sentiment de justice distributive. Pour les élèves, un professeur juste est un prof attentif à tous, plus qu'un prof impartial. L'amour compassionnel, sans occulter le rapport autoritaire, tend à le faire disparaître. Cependant, il y a des conditions défavorables, des conditions dans lesquelles il est
pratiquement impossible d'avoir une relation affective avec ses élèves. En effet, dans certains contextes, la relation compassionnelle est impossible. La surcharge de travail, le manque de temps, les tâches administratives, le ratio élève-enseignant en sont des bons exemples. Elles amènent épuisement et dépersonnalisation. Elles limitent l'investissement. La dépersonnalisation est la tendance à se comporter de manière détachée, négative ou impersonnelle avec les autres, et en particulier avec les élèves. Les relations d'affection tendent à diminuer avec l'ancienneté, sans doute à cause de l'épuisement. Peut-être est-ce une stratégie d'adaptation pour éviter stress et surcharge. Par ailleurs, moins la direction soutient ses enseignants, plus ils se sentent épuisés et moins ils s'engageront affectivement. Il y a néanmoins des conditions très favorables pour que les enseignants puissent s'engager affectivement auprès de leurs élèves. Ce sont par exemple les feedbacks positifs, de la part des parents par exemple, ou des feedbacks positifs de la part des élèves eux-mêmes, mais aussi de la hiérarchie ou des pairs qui favorisent très largement l'implication des enseignants et limitent leur épuisement. C'est la raison pour laquelle on peut encourager les enseignants à aller à la recherche de ces feedbacks positifs pour se stimuler et se sentir épanouis. Mais malgré tout, les enseignants se méfient d'avoir une réputation d'un prof chaleureux. Parce que par effet de compensation, il est difficile d'être perçu à la fois compétent et chaleureux. Celui qui est techniquement bon est souvent perçu comme plus froid et réciproquement. Distinction que font inconsciemment les profs du secondaire et du primaire. Les débutants avec les experts et ou les contractuels et les diplômés. Pourtant, les deux attitudes sont possibles et conciliables. Pour un enseignant, quelles que soient ses forces et ses vulnérabilités, connaître son propre fonctionnement, c'est-à-dire ses pensées, ses émotions, est bien un gage de qualité dans le développement de relations sécurisantes avec les élèves et de meilleurs résultats quant à l'instruction de nos élèves.